Des idées plein la tête. Marie Montpetit. Est-ce que l'histoire d'un membre d'une famille qui essaie d'obtenir un certificat de décès délivré par le gouvernement, mais refusé par le gouvernement dans le cadre du projet de loi, en tout cas 96. Encore cette loi-là qui fait écho, qui déplaît, qui est difficilement gérée, qui accroche, comme on pourrait dire. On en discute avec Patrick Derry, chroniqueur, analyste de politique publique. Salut Patrick. Allô, Marie. Bon, est-ce que c'est censé protéger notre langue ou écœurer le monde? Parce que ça, c'est un peu, je sais pas si, je vais dire farfelu, mais si j'étais à la place de la famille, je trouverais pas ça farfelu, là. Non, écoute, c'est ça. Monsieur veut vendre un chalet familial. Son père est décédé il y a 14 ans, puis tous les autres propriétaires, c'est un chalet qui est dans les Laurentides. Puis là, il a besoin du certificat de décès de son papa pour pouvoir vendre le chalet. Mais à l'époque, le gouvernement délivrait des documents officiels en anglais, dont les certificats de décès. Le certificat de décès est en anglais. Et là, le ministère concerné reçoit le certificat et dit « Ah ben c'est pas bon, c'est en anglais. » Ben oui, mais ça vient de vous. Oui, mais là, maintenant, il faut que ça soit en français. Et donc, oui, effectivement, moi, la question que je me pose, c'est... Moi, j'aime ça. Tu sais, Patrick, moi, dans des histoires comme ça, là, outre le fait que c'est scandaleux à plein niveau, là, juste un petit bout-là d'échange là, du citoyen qui dit « Ouais, mais c'est parce que ça vient de vous. » Tu sais, c'est tellement... Ça doit être tellement surréaliste d'avoir cet appel-là ou cet échange-là ou cette lettre-là que tu reçois qui dit « Non, mais le document qu'on vous a délivré est refusé. » Ah non, mais écoute, c'est complètement kafkaïen. Puis tu sais, il y a des gens qui vont dire, bon, écoute, c'est une anecdote bureaucratique. Il y a des gens, à un moment donné, qui ont juste manqué de jugement. Puis, ben, moi, je pense que c'est quand même assez cohérent avec la direction qui a été prise par le gouvernement actuel, c'est-à-dire que c'est assez coercitif comme approche. Je vais donner un autre exemple. Autour de Montréal, il y a Montréal évidemment, mais aussi autour de Montréal, à Longueuil et dans la couronne nord, il y a jusqu'à récemment, fallait être bilingue pour devenir juge. Et c'est assez facile à concevoir parce que tu es un justiciable, tu es devant la justice, que ce soit au civil ou au criminel, même si tu es capable de comprendre le français, sur des trucs vraiment précis, puis à un moment donné, c'est ta crédibilité comme témoin qui est en jeu, ben c'est important d'être capable de s'exprimer dans sa langue. Donc, on demandait aux juges d'être bilingues. Et le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, a levé cette condition-là. Et il n'y a pas personne qui va apprendre le français parce qu'à un moment donné, il doit passer, je dis qu'il va apprendre le français, qu'il va maîtriser le français. C'est pas nécessairement pour des gens qui ne parlent pas français, là, je répète, c'est pour vraiment, à un moment donné, tu sais, moi, je suis pratiquement bilingue, mais si tu me demandes d'arriver sur des nuances précises, ben, des fois, je vais être plus à l'aise quand même en français, puis c'est normal, puis je préférerais avoir à témoigner en français si j'avais à le faire. Et fait qu'il n'y a aucun anglophone qui va apprendre ou perfectionner son français à cause de ce genre d'obligation-là. Par contre, ça va écœurer du monde quand il arrive devant un juge, puis là, ça va compliquer parce qu'il va y avoir des questions, tu sais, les jugements doivent être traduits aussi, les jugements vont être rendus en anglais, c'est plus le cas, tout doit être traduit. Fait que, tu sais, tu gagnes rien, mais tu envoies vraiment un signal que, tu sais, il y en a des anglophones au Québec, tu sais, il y a une minorité historique, ils sont là, puis je veux dire, on s'est pas battu contre eux, je veux dire, on peut quand même en revenir, et ça donne absolument rien. Puis, ça crée un clivage, tu sais, qui est quand même important, puis même ultimement, moi, je dirais, ça nous affaiblit comme nation. Parce que la nation québécoise, c'est une nation qui est civique, c'est une nation qui est située à l'intérieur des frontières, puis ça inclut des francophones, évidemment, qui sont très majoritaires, mais des anglophones aussi, dont la grande majorité parle français, puis après ça, un certain nombre d'immigrants qui finissent par apprendre à peu près tous le français parce que, je veux dire, ils l'absorbent, puis leurs enfants vont à l'école. Mais là, on se chicane entre nous pour des trucs comme ça, puis là, à un moment donné, évidemment, c'est très clivant pour des gens qui sont victimes de ça, parce que c'est frustrant, c'est fâchant. Après ça, le Québec, quand il se retourne vers le fédéral et d'autres provinces, ben, on parle d'une voix un peu moins forte parce qu'il y a une partie de la population qui est méfiante par rapport au gouvernement parce qu'ils se disent, écoutez, moi, je comprends pas, j'ai appris le français,
mes enfants vont à l'école en français. C'est quelque chose qu'on oublie, là, mais la majorité des écoles anglaises au Québec donnent de l'enseignement en français à mi-temps, puis même des fois, il y en a qui ont des programmes d'immersion. Ça, c'est des écoles anglaises. Et il y a beaucoup d'anglophones au Québec aussi qui envoient, même s'ils ont le droit d'envoyer leurs enfants à l'école anglaise, envoient leurs enfants à l'école française, parce que l'anglais, il l'attrape à la maison, puis il décide. Fait que ça, c'est, autrement dit, la majorité des anglophones aujourd'hui, des enfants anglophones, sont scolarisés en français. Fait que, et je vais te redonner un autre chiffre qui est quand même intéressant. On a parlé d'immigration, mais avant la loi 101, c'était la majorité des immigrants, quand ils abandonnaient leur langue maternelle, ce qui pouvait se faire parfois au bout d'une génération ou deux, migraient vers l'anglais. Évidemment, c'est un problème parce qu'à long terme, tu te ramasses avec pas nécessairement une disparition des francophones, dans ce cas, un méchant gros clivage, c'est-à-dire une partie de la province qui n'est pas capable de comprendre l'autre, tu ne veux jamais te rendre là. Depuis la loi 101, le taux d'adoption du français chez les immigrants qui délaissent leur langue maternelle, je répète, c'est pas instantané, là, c'est en haut de 75 %. Puis ça, c'est comme ça depuis là, il faut faire attention, je pense que c'est depuis 2001. Tu sais, c'est énorme. Ça montre que c'est un succès quand même assez fort. Parce qu'on se ramasse avec pas loin de 80 % des immigrants qui, lorsqu'ils finissent par délaisser la langue maternelle, se tournent vers le français. Fait qu'on n'est pas dans un cadre de disparition. Fait que tout ça pour dire, en tout cas, là, tu sais, il faudrait peut-être arrêter d'appliquer la loi, de faire des lois, puis de mettre ça d'une façon à, je le dis, là, c'est écœurer une partie de notre population. Je pense pas qu'on est gagnant comme ça, puis je pense pas que le Québec se renforce non plus, puis je pense pas non plus que ça règle un réel problème. T'sais. Autrement dit, jouons bon, c'est très idéologique, là. Mais on sait-tu s'ils vont l'accepter ou pas, finalement, le écoute, certificat? Ça, c'est la partie qui est assez drôle, hein, parce que là, évidemment, dans ces cas-là, tout le temps, là, les communications gouvernementales se mettent en marche, puis qu'est-ce qu'on dit? On a de l'air fou, on s'est fait prendre, on veut pas déplaire au gouvernement en place, parce que c'est sûr, c'est politique. Quand tu es dans un ministère, là, le ministre n'est pas nécessairement très, très loin. Hein, je veux dire, en tout cas, le politique n'est pas nécessairement non, très mais loin. C'est surtout que tu veux pas ce genre d'exemple-là. Tu sais, ça peut être le genre d'exemple qui affaiblit de façon très importante l'application d'une loi aussi. Là, parce que politiquement, je veux dire, pas légalement, mais c'est le genre d'exemple que les gens peuvent ressortir à nauséam en disant... Puis il est tellement facile à comprendre, puis il est tellement absurde que s'ils le règlent pas, ils vont l'avoir dans les pattes pour les prochains mois, années. Là. Non, mais tu as tout à fait raison, Marie. Moi, je pense, écoute, c'est une interprétation personnelle, mais je pense que ce qui est arrivé, c'est que, tu sais, on sait un peu comment ça se passe dans les ministères, c'est que les fonctionnaires veulent pas déplaire aux politiques. Ils font très attention à ça. Puis, des fois, c'est surprenant de voir à quel point, au micro, c'est-à-dire proche du plancher, il peut y avoir des interventions politiques quand des ministres sont un petit peu micro-gérants. Puis ça s'est vu notamment en éducation, puis en tout cas dans d'autres domaines récemment. Et là, ils veulent pas déplaire aux politiques non plus, ils sont mal pris. Ils essaient d'appliquer le ton aussi. Et là, c'est ça, l'histoire a circulé beaucoup dans les médias anglophones, évidemment, mais ça a circulé dans la presse ce matin. Puis là, la réponse du ministère, le ministère de la langue française est disponible pour accompagner les ministères et organismes afin d'assurer une transition harmonieuse tout en conservant les plus hauts standards de qualité dans les services à la population et dans le respect de la communauté anglo-québécoise. Ça doit être ChatGPT qui a écrit ça, là. Ils ont écrit... non, mais écoute, ça veut tellement... Ça veut rien tout puis rien dire, là. Non, mais écoute, puis en fait, ça, là, tu sais, ça, c'est une affaire que dans les fonctionnaires, ils doivent avoir, ou l'attaché de presse du ministre, là, peu importe. Là. Ça, c'est le genre de phrase que tu gardes, là, et je te jure tu peux faire un copier-coller à toute question possible et inimaginable sur la langue française qui t'est posée. Tu fais un copier-coller, le ministère de la langue et, tu sais, je veux dire, à l'affût de non. Ça s'applique sur tout. Ah non, absolument. Puis, t'en as un autre aussi, là, c'est l'objectif d'assurer l'avenir du français à titre de langue commune et renforcer son statut, et ça dans un esprit de justice et d'ouverture. Ah oui, je veux dire, on est tous pour ça, mais tu vois, ils se gardent une porte ouverte, mais c'est un suivi est en cours. Hein, un suivi est en cours puisque la loi prévoit qu'un ministère ou un organisme peut accepter un document officiel rédigé en anglais qui émane du gouvernement du Québec dans un contexte contractuel. Mais autrement dit, là, il aurait très bien pu se dire, OK, c'est correct qu'on le prend, mais là, tout le monde marche sur des œufs, puis tout le monde a peur, puis on est à craindre pour rien. Là.
Totalement. Ben, tu sais, des fois, c'est ça. C'est quand tu vas trop loin avec... c'est les absurdités d'une loi. Parfois, c'est juste que ça... Ouais, c'est ça. Ça va trop loin, mais en tout cas, à voir comment ça va être géré. Mais c'est sûr que ça écarte les gens sur le terrain. Juste rappeler, si tu permets, quand la loi 96 a été votée à l'Assemblée nationale, bon, dans le passé, pour la loi 21, on a appliqué une clause dérogatoire. On a une clause dérogatoire pour soustraire à l'application de la Charte canadienne. Puis on a même modifié, pour la Charte québécoise aussi, on a soustrait à l'application, on a carrément modifié la Charte québécoise dans le cas de la loi 21. Dans le cas de la loi 96, qui est exceptionnelle, on a appliqué de façon préventive la clause dérogatoire à la Charte québécoise. Là, je ne parle pas de la Charte canadienne, je parle de notre sainte Charte québécoise, puis je dis sainte pas pour en rire, là, je veux dire, c'est un document qui est très important. Ça a précédé la Charte canadienne, ça a été une source d'inspiration, ça garantit les droits fondamentaux, mais ça n'a pas un statut constitutionnel parce que c'est juste une loi ordinaire qui peut être modifiée. Quand le gouvernement a déposé la loi 96, il a suspendu de façon préventive les articles 1 à 38 de la Charte. Écoute, là-dedans, tu as un article qui concerne la protection contre les fouilles abusives. C'est quoi le rapport avec le français? T'sais? Fait que tu veux tellement être sûr qu'il n'y aura aucune contestation d'aucune forme possible que tu t'en vas là. Fait que, en tout cas, c'est un peu particulier. Sur un autre sujet, on a parlé, Patrick, pas mal de méthodes de Google, d'Instagram, du projet de loi C-18. Là, il y a un nouveau sondage qui vient en tout cas recadrer le débat ou à tout le moins donner une autre perspective. Un sondage qui dit que 59% des Canadiens sont contre l'idée que le gouvernement vienne financer des médias d'information. Écoute, c'est quelque donc, chose... Donc, les gens ne sont pas derrière leur gouvernement là, sur soutenons nos organes de presse. Oui, est-ce que quelqu'un pourrait dire qu'ils ne sont pas derrière les médias aussi, c'est ça. Bon, écoute, c'est un sondage Angus Reid. C'est évidemment des sondages, ça dépend toujours du contexte, de la question qui est posée, comment les questions sont posées, comment les questions précédentes sont posées aussi. Ça peut affecter, puis les sondeurs vont le reconnaître aussi. Mais là, on a donné deux choix. Un, le gouvernement devrait financer les salles de nouvelles étant donné l'importance du journalisme. Ou deux, le gouvernement ne devrait pas financer les salles de nouvelles puisque l'indépendance journalistique serait compromise, on le suppose, parce que des fonds sont versés. Et donc, c'est ces deux options-là. Choisissez celle des deux qui se rapproche le plus de ce que vous pensez. Écoute, c'est presque 60% à la grandeur du pays et seulement 19% pour l'autre option, parce que tu as aussi une option à peu près 22% qui disent qu'ils ne savent pas. Ça veut dire que c'est 3 fois plus de gens au Canada qui disent non, qui disent oui. Et les proportions varient un peu dans l'ensemble des provinces, mais le nom est majoritaire. C'est ça que j'allais te demander. Est-ce qu'il y a une disparité? Parce que on voit qu'il y a on disait il y a deux solitudes qui se sont cristallisées aussi dans ce dossier-là, où tu as un certain mouvement quand même au Québec je vais dire d'entreprises, mais de municipalités, le gouvernement, d'organes médiatiques aussi, qui ont décidé de suspendre leur publicité. Puis pendant ce temps-là, tu as le reste du Canada dont les premiers ministres qui disent non, nous, on continue, on va continuer de mettre des publicités gouvernementales sur toutes ces plateformes-là. Est-ce que dans le sondage aussi, on voit des appuis, une disparité dans les appuis? Il y a des variations. Le désaccord est plus élevé encore en Alberta, puis dans l'Ouest, ça va jusqu'à 70%. Par contre, au Québec, il y a quand même 49% des gens qui sont contre, puis seulement 21% qui sont pour. En fait, la seule différence au Québec, c'est au lieu d'avoir 22% d'indécis, on en a 30%. Mais je veux dire, les gens, c'était plus du double qui sont contre l'idée. Fait que, ça change de narratif. Puis quand tu regardes que ce soit par selon l'allégeance politique, selon le revenu, selon toutes les mesures que tu peux prendre, c'est pareil partout. Il y a une seule exception, c'est que les électeurs du NPD, eux autres, c'est serré. Là, c'est presque égal, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Mais pour toutes les autres, ça va... pratiquement du double ou même au triple à l'idée d'être contre ça. Fait que, oui, ça recadre un peu. Tu ajoutes ça à un autre sondage qui est sorti lundi aussi par Angus Reid où à peu près la moitié des Canadiens disent que le gouvernement devrait abandonner C-18, tout simplement. Donc, ce projet de loi qui est assez contraignant pour Facebook et pour Google et qui a mené justement en tout cas, à l'éventuel blocage des nouvelles d'une part par Facebook et Google, deux, un boycott actuel par plusieurs gouvernements et différents organismes.
Fait que tu as la moitié des Canadiens qui sont contre, tu as le quart des Canadiens seulement qui sont pour, avec encore là des indécis. Fait qu'encore là, c'est du 2 pour 1. Fait que, c'est drôle de voir ça. Dans les médias, la plupart des médias, tu as une assez forte unanimité, en particulier au Québec, hein, et ça se reflète pas dans la population. Puis je rappellerais que c'est probablement une unanimité de surface parce que il y avait quand même des ententes qui ont été conclues avec plusieurs médias, dont des médias au Québec, dont Le Devoir notamment, donc le groupe la groupe Information, Le Seuil, Le Droit, d'autres quotidiens régionaux, la presse canadienne aussi qui avait conclu des ententes, soit avec Facebook et ou Google, là, des fois les deux, d'autres médias au Canada anglais. Fait, et je te rappelle, en Europe, Google, qui veut être un bon citoyen corporatif, avait conclu des ententes. Fait que c'est comme si le gouvernement est arrivé avec un marteau, avait voulu frapper un petit peu trop fort. Les Canadiens, ils utilisent les médias sociaux, puis tu sais, ils utilisent Google aussi. Là, il y a comme une espèce de déconnexion. Fait que ça va être intéressant de voir comment le politique, qui a, je pense personnellement, vraiment pas fait ses devoirs dans ce dossier-là. Je te rappelle qu'il y a trois journalistes au Sénat. Aucune n'a appuyé le projet de loi. Aucune. C'est quand même assez révélateur. Donc là, ben, tu sais, comme Jean Chrétien disait, hein, quand on a marché sur la peinture, parfois il faut quand on s'est peinturé dans un coin, c'est ça, exactement. Non, pas quand tu as marché, sur la peinture. Voilà. Que voulez-vous quand j'ai marché dans, c'est ça. Voilà. C'est ça. Bon ben, on termine là-dessus. Patrick Derry, chroniqueur et analyste de politique publique. Merci. Bonne journée. L'émission de